Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 4e interlude de la croisée des plumes. Aujourd'hui, au jour où sort cet épisode, nous sommes le 30 mai 2024 et c'est une journée qui compte beaucoup pour moi puisque c'est la sortie de Sous un carré d'immortel, mon nouveau roman. Sous un carré d'immortel, c'est ma 5e publication, ma 2e aux éditions du Chat Noir. Comme Miranda, c'est une novella qui s'ancre dans le genre du fantastique. Et pour fêter sa sortie, je vous propose un petit épisode à la manière du dernier interlude que j'avais fait sur la bête du bois perdu. Donc ça va être une petite présentation du roman, mais aussi une rétrospective sur son écriture. Donc voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire, ça va être un peu détente. Là, je ne suis pas chez moi, je suis encore dans une autre pièce depuis la dernière fois, donc j'espère que ça ira niveau son. J'ai Didine juste à côté de moi, qui pour l'instant se tient tranquille, mais si jamais vous entendez des ronrons et des petits coups dans le micro, c'est qu'elle se sera réveillée. Voilà, donc on commence tout de suite l'épisode avec le résumé de Sous un carré d'immortel. Médecin de campagne, Bénédicte Mercier reçoit une lettre d'Ophélia Gray, une jeune femme gravement malade. Elle l'invite au sanatorium du Val d'Argent, souhaitant faire sa rencontre avant que la mort ne l'emporte. Intrigué, le jeune homme accepte de la rejoindre dans ce refuge perdu au cœur de la forêt, loin de ce monde dévasté par la guerre. Il souhaite en apprendre davantage sur la mourante, qui prétend connaître Arthur, son amant parti au combat, dont il attend toujours le retour. Mais très vite, Bénédicte s'aperçoit que ce sanatorium n'est pas comme les autres. Les infirmières se ressemblent toutes. Le directeur de l'établissement est mystérieusement absent, et les souvenirs de son bonheur perdu reviennent le hanter. Sous une pluie qui n'en finit plus, dans ce bâtiment peuplé d'araignées et d'étranges statues, les doutes de Bénédicte le poussent à enquêter. Résolu à percer le mystère de ces lieux, le jeune homme devra lutter contre le temps et contre les fleurs mortelles poussant dans la gorge d'Ophélia. Chapitre 1. Revenons sur l'écriture de Sous un carré d'immortel. Alors, Didine s'est endormie à côté de moi. Elle est toute paisible, toute mignonne. J'espère qu'on va pas trop entendre ses petits ronflements. Alors, pour commencer, pourquoi avoir écrit Sous un carré d'immortel ? On va remonter le temps, revenir en arrière jusqu'au moment où j'ai eu l'idée de ce roman. Donc on est en 2022, je viens de publier Le reflet brisé et Miranda à la suite, et je réfléchis déjà à l'après. Et comme j'avais apprécié ma collaboration avec les éditions du Chat Noir, je réfléchissais à un nouveau projet pour eux. Et pourquoi pas une novella, quelque chose de rapide à écrire, à caser entre deux projets plus conséquents en termes de taille. À cette époque, je travaillais comme prof dans l'académie de Versailles, dans le coin de Saint-Quentin en Yvelines pour être plus précise, si jamais vous pouvez situer. Et je savais pas encore combien de temps je devais rester là-bas, parce que comme de nombreux jeunes profs, j'ai été catapultée loin de chez moi parce que je débutais, je n'avais donc presque aucun point pour les mutations, l'éducation nationale. Donc me voilà donc dans un endroit où je connais encore personne, dans mon petit 16 mètres carrés, parce que c'était la seule studette que je pouvais me payer avec mon salaire de jeune prof. Ah, les joies de découvrir la région parisienne, hein. Puis comme refuge, comme toujours, j'avais la lecture et l'écriture. Alors à ce moment-là, j'ai bien en tête une histoire de fleurs, mais je garde cette idée de côté, car je bossais déjà sur un autre manuscrit. C'est le projet folklore dont je vous ai déjà un peu parlé, mais pas beaucoup, parce qu'il est au point mort en ce moment, pour tout vous avouer. Et moi, comme je suis incapable de travailler sur 2 projets en même temps, surtout que ces deux-là n'avaient rien à voir, je mets mon histoire de fleurs sur le côté. Et là, été 2022, miracle, j'ai obtenu ma mutation pour l'Académie de Reims, donc je peux enfin retourner dans ma région natale. Rentrée 2022, je débute dans mon nouveau collège, tout se passe pour le mieux, et j'achève folklore dans ces eaux-là à peu près. À l'automne, j'envoie une première version du manuscrit à quelques éditeurs, et je me retrouve dans la posture insupportable de l'attente. Moi, je peux pas rester à rien faire, car je sais que ça va me démanger. Donc je décide de commencer un nouveau projet, histoire de m'occuper l'esprit, d'avoir une bouée à laquelle me raccrocher si jamais ça ne marche pas avec folklore. Et donc il est temps de ressortir mes fleurs, de les cultiver, de faire germer l'idée que j'avais eue quelques mois plus tôt. Enfin bref, vous avez compris la métaphore. Le titre, Sous un carré d'immortel, me vient assez vite,
ainsi que la structure de l'histoire. Ça tombe bien, ça tombe à pic pour le NaNoWriMo de novembre 2022, donc c'est le projet que je vais mener à ce moment-là, avec un objectif de 30 000 mots, un petit nano donc, mais je savais déjà que ça serait une novella. En fait, ces 30 000 mots, ça correspond au maximum à ne pas dépasser selon les critères des éditions du Chat Noir, pour être dans leur collection de novellas. Et moi, je sentais que je n'avais pas assez de matière pour faire un roman de toute façon. Ça devait être un format court, avec un huis clos, donc une unité de lieu, une unité de temps aussi, et peu de personnages, voilà. Donc un peu comme Miranda, quoi. Donc pour le nano, j'écris tous les jours ou presque, je tiens le rythme, et même si je l'écris pas avant fin novembre, je le finis en décembre si mes souvenirs sont bons. Et là, j'y allais vraiment au feeling. C'était un peu une nouvelle expérience pour moi d'ailleurs. D'habitude, je suis une vraie architecte avec un plan détaillé et parfois même un plan pour chaque chapitre, ouais, à ce point-là. Mais là, je pense que c'est dû au format de la novella. C'était un peu différent. J'avais un fil rouge, une certaine idée de la fin, mais elle n'était pas non plus complètement fixée dans le marbre, alors que d'habitude, je peux pas commencer à rédiger sans connaître la fin. Donc là, je me suis laissée porter, chapitre par chapitre, tant que je suivais ce fil rouge, mais il y a eu quelques changements, des scènes ont pu naître au fur et à mesure de l'écriture. J'étais une architecte un peu plus libre, vous voyez. J'ai exploré mon côté jardinière, si on continue dans la métaphore de mes fleurs, pour le coup. Bon, plus sérieusement, je pense que j'aurais jamais fait ça sur un format court. Du moins, je ne pense pas, d'après ce que je suis en ce moment en tant qu'autrice. Ne jamais dire jamais. Après la rédaction du premier jet, place aux habituelles relectures et corrections avant de l'envoyer en bêta lecture. Je crois que ça s'est fait en janvier. Donc je tiens à remercier ici ma super team de bêta lectrices, donc Valérie qui bêta-lit tous mes romans, mais aussi mes copines autrices de talent. Donc je pense à Nora Lake, que vous connaissez aussi au Chat Noir et aux éditions Enlevant, qui a participé au podcast. Magali Lefebvre, une collègue du Chat Noir et des Magic Mirror, qui a aussi participé au podcast. Mais aussi Josépha Juillet et Marion Lecomte. Concernant la bêta lecture, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de gros changements à faire dans la structure. Seulement des maladresses dans la syntaxe, des petits tics de langage, des coquilles, ce genre de choses, vous voyez. On était plus sur la forme que sur le fond. Je dois l'avoir envoyé au Chat Noir vers février-mars. Ou alors plus vers mars peut-être. Oui, plus vers mars car j'ai vu mes éditeurs en février pour un salon. Et je leur en ai parlé à ce moment-là du projet pour voir si ça allait les intéresser. Donc je l'ai envoyé après. Bref, ce que je suis sûre c'est que ça fut rapide car 2 ou 3 semaines après l'avoir envoyé, Cécile, mon éditrice, m'a recontactée pour me dire qu'elle l'avait adoré et qu'elle voulait le signer. Donc gros soulagement, je vous l'avoue. Et après, on s'est vu avec Cécile et Mathieu fin avril 2023 à West-Hurlan, à Rennes, et c'est là que j'ai signé le contrat. Donc là, au moment où j'enregistre, on est le 5 mai, et c'est le dernier jour de l'édition 2024 de West-Hurlan. Donc en gros, ça fait 1 an que j'ai signé le contrat, et dans 1 mois, Sous un carré d'immortel paraît enfin. Pour vous faire une idée du temps dans le monde de l'édition, il faut être patient. Côté travail éditorial, je n'ai pas grand-chose à vous dire, je dois vous l'avouer. Ce sont Cécile et Marianne Stern qui m'ont accompagnée, et je les remercie toutes les deux. Encore une fois, on a changé quelques tournures de phrases et corrigé les fautes, bien évidemment, mais sinon l'histoire n'a pas changé. Hein. Et puis pour la couverture, c'est Cécile qui s'en est chargée, grâce à ses talents de montage. J'aime beaucoup la couleur qu'elle a choisie, ces tons bleus et mauves, ce motif floral un peu délavé et ces 2 mains qui cherchent à se trouver sans y parvenir. Je trouve que la couverture elle reflète très bien le thème de mon roman et son atmosphère. Et ensuite, ça y est, on vérifie le bon à tiret, on l'envoie à l'imprimeur, les précommandes sont lancées. Là, je suis en pleine promotion en ce moment, au moment où j'enregistre. Ça m'occupe l'esprit, ça me fait du bien, car je dois vous l'avouer que j'en avais besoin. En fait, mon papa est décédé le 15 avril dernier. Et vous imaginez bien que ça a été un choc, un gros coup dur, parce qu'il était pas si vieux que ça. Puis moi, je m'imaginais pas perdre mon père à 26 ans. Surtout que j'ai déjà perdu mes 2 frères il y a quelques années. Donc parler de mon nouveau roman avec vous, ça m'occupe l'esprit. Ça me permet de m'évader. Ça plus mes projets d'écriture en cours que j'espère concrétiser. Je suis heureuse car quand mon père nous a quittés, Sous un carré d'immortel n'était pas encore parti à l'imprimeur. Donc j'ai pu changer la dédicace au tout dernier moment et la lui adresser et j'y tenais vraiment. Ah, Didine s'est réveillée. Vous l'avez peut-être entendu se lécher. Je sais pas, mais en tout cas, elle est toujours là à mes côtés, ma fidèle Didine. Un peu la mascotte sur Instagram, vous l'aimez beaucoup. Enfin bref. Voilà. Maintenant,
Nous sommes le 30 mai quand vous écoutez cet épisode. Peut-être que vous tenez déjà mon roman entre vos mains, si vous l'avez précommandé, ou si vous êtes passé me voir aux Imaginales. Là, quand j'enregistre, je me projette dans le futur parce que j'ai vraiment hâte d'être à Épinal et de vous rencontrer. J'espère que ça s'est bien passé. Donc, une nouvelle vie commence pour Sous un carré d'immortel. Ma novella ne m'appartient plus vraiment. Elle est à vous autant qu'à moi maintenant, et j'ai hâte de découvrir ce que l'avenir lui réserve. Dans le jardin de mes soupirs, tu es la fleur la plus vivace. Je t'arrose de mes souvenirs, tu t'abreuves de mes larmes. La terre où tu reposes n'est pas acide, c'est un petit carré tendre et tiède, gorgé de soleil, où les heures regrettées allongent tes racines. C'est un écrin confortable que je protège du vent, des remords et de l'oubli. Je t'ai ouvert mon cœur, tel est mon drame. Je l'ai moi-même arraché de ma poitrine pour l'ensevelir auprès de toi, dans l'espoir stérile qu'il te nourrirait. Qu'une part de moi, sanglante et terrible, nous survivrait comme toi tu me survis. Je n'avais pas compris que mes efforts étaient vains. Tu n'avais pas besoin de cela. J'aurais pu mettre le feu à mon jardin, laisser les flammes consumer chaque part de moi, asphyxier l'essence même de mon être, que tu n'aurais pas pu brûler. Au milieu d'un océan de cendres, une graine que nous avions plantée aurait réussi à germer. Je ne peux pas te détruire, et pour cela, je me déteste. Chapitre 2. Mes inspirations pour Sous un carré d'immortel. Dans cette partie, je trouvais intéressant de vous parler de mes inspirations pour Sous un carré d'immortel, de revenir sur comment l'idée de ma novella m'était venue. Alors déjà, j'ai une confession à vous faire. Quand je parle de mon roman, plusieurs personnes m'ont déjà dit « Ah, tu t'es inspiré de l'écume des jours de Boris Vian !» Parce que les fleurs qui poussent dans les poumons d'Ophélia leur rappelaient le nénuphar, je crois que c'est ça un nénuphar, qui pousse dans la poitrine de l'héroïne. Chloé, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Chloé. Alors c'est vrai que ça ressemble, mais en fait, je dois vous avouer, je n'ai jamais lu l'écume des jours. Oh. Alors je compte le faire, Je comptais déjà le faire parce que c'est le roman préféré de plusieurs personnes que je connais. Mais alors, depuis qu'on m'a fait la comparaison, j'ai encore plus envie, je suis encore plus curieuse de le découvrir, quoi. Alors si ça vient pas de l'écume des jours, d'où m'est venue l'idée des fleurs qui poussent dans les poumons? Alors ça va faire un peu égocentré comme réponse, mais en fait ça vient de mes propres œuvres. Je m'explique. Dans La Mélodie des limbes, Elisabeth rencontre un petit garçon qui souffre de tuberculose, et dans le monde onirique des limbes, la maladie est représentée comme des feuilles mortes qui lui bouchent les voies respiratoires. Et dans Miranda, Hélène écrit un poème pour Daisy, parmi lesquels on retrouve les vers suivants que je vais vous lire tout de suite. Amie de la nature, amoureuse des fleurs, tu les plantes dans mes poumons et les laisses pousser jusqu'à ce qu'elles m'étouffent. Douce agonie embaumée de roses. Donc j'aimais beaucoup cette idée qui flirte avec le body horror de cette végétation qui envahit le corps humain, une maladie étrange, belle et poétique tout en étant glauque. Bien entendu, je savais déjà que ces fleurs représenteraient autre chose symboliquement, mais je vais pas vous le dévoiler ici, il faut lire le roman pour savoir. On a la maladie des fleurs parasites, mais qu'en est-il du contexte? Pourquoi placer cette histoire dans la Première Guerre mondiale, ou plutôt l'après-guerre, juste après le conflit? Pour cela, je me suis inspirée de la région où j'ai grandi, la Marne. J'ai vécu des années entre Reims et Verdun, dans une région où les anciennes tranchées, les ossuaires, tous les monuments en mémoire de 14-18, ils sont très nombreux. Quand j'étais petite, mes parents m'ont souvent emmenée dans des musées à ce sujet. Et près de chez moi, il y a un camp militaire. Un jour, pour le 11 novembre, le camp a ouvert exceptionnellement ses portes au public pour qu'on puisse visiter les villages disparus qui s'y trouvent. Ce sont des villages qui ont été détruits pendant la Première Guerre mondiale et qui n'ont jamais été reconstruits. Ils sont restés à l'abandon et il ne reste plus que des ruines. C'était très particulier comme expérience et je pense que je l'oublierai jamais. Il pleuvait ce jour-là, la forêt avait repris ses droits sur les ruines des maisons et d'églises, et il y avait des objets retrouvés qui étaient posés sur les pierres, des objets du quotidien, de la vaisselle, etc. C'était comme si le temps s'était arrêté, et en vrai c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Donc ces villages disparus m'ont vraiment marqué, mais pas que les villages, il y a aussi les disparus tout court, ces soldats, ces poilus, comme on disait, qu'on n'a jamais retrouvés. Je pense par exemple à Louis Pergaud, qui est l'auteur de La Guerre des Boutons, qui a disparu en 1915. En réalité, donc, on n'a jamais retrouvé son corps, même sans des hypothèses sur sa mort, et il a fallu attendre 1921 pour qu'il soit déclaré mort pour la France. On a aussi le cas d'Alain Fournier,
qui a été porté disparu en 1914 et dont le corps a été retrouvé qu'en 1991. Puis des disparus dont on n'a jamais retrouvé le corps, il y en a des milliers. Puis il y a aussi tous les anonymes qu'on a retrouvés, qui sont dans les ossuaires, mais qu'on n'a jamais pu identifier. Le plus connu, c'est le soldat inconnu, qui est sous l'Arc de Triomphe. Donc moi, je me suis posé la question, comment faire son deuil quand la personne aimée n'est pas seulement morte, mais portée disparue, qu'on n'a pas de corps enterré, pas de tombe sur laquelle se rendre, se recueillir. Et voilà, la thématique de Sous un carré d'immortel était trouvée. D'ailleurs, le titre vient aussi de là. Quand j'étais en primaire, j'ai dévoré les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, et j'aimais beaucoup aussi leur adaptation en film par Yves Robert. À la fin du Château de ma mère, le 2e tome, un passage m'a bouleversée à jamais, et encore aujourd'hui il me fait pleurer. C'est un passage qui contraste avec le ton global du roman, ces joyeux souvenirs de vacances insouciants dans la garrigue. Pagnol nous parle de la perte de ceux qu'il a aimés, et il conclut avec la fin tragique de Lily, son meilleur ami d'enfance qui a été tué pendant la Première Guerre mondiale. Lily connaissait toute la nature, pourtant, il est dit qu'il est tombé dans une froide forêt du nord de la France, sur des plantes dont il ne connaissait pas les noms, et il repose aujourd'hui au cimetière de la Treille, sous un carré d'immortel. Ce passage m'a tant marqué, il a tant vécu en moi pendant toutes ces années, que le titre a tout de suite été une évidence. Alors oui, c'est pas très joyeux tout ça, soyez donc prévenus si vous lisez mon roman. Mais bon, j'ai aussi d'autres œuvres qui m'ont inspiré que je peux vous conseiller. Il y a par exemple Au revoir là-haut de Pierre Lemaître et son adaptation en film par Albert Dupontel, dont la bande-son m'a accompagné dans l'écriture. Un autre film sur l'après-guerre et les soldats disparus, c'est La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier. Pendant l'écriture de mon roman, j'ai aussi beaucoup écouté la bande-son des choristes. Certains morceaux sont même dans la playlist que je vous partagerai bientôt. Je sais que l'intrigue des choristes ne se passe pas du tout à la même époque, mais je sais pas, les morceaux évoquent en moi la mélancolie, l'innocence, l'enfance, tout ce qui caractérise les passages sur la jeunesse de Bénédicte et Arthur, mes personnages, dans mon roman. Dans les inspirations littéraires, vous trouverez bien sûr Le Grand Maulne, dont je vous parlais plus tôt, pas seulement à cause du destin d'Alain Fournier, son auteur qui a été fauché en pleine jeunesse, mais aussi pour certaines scènes, l'amour d'Augustin pour Yvonne, cette fête presque rêvée à laquelle il va participer par hasard, dans cette grande demeure perdue dans les bois. C'est un souvenir qui va le hanter et qui va chercher longtemps à retrouver. Il y a un peu de ça avec Bénédicte, qui rêve du domaine des Hermines pendant toute son enfance, une demeure qui va le faire rêver des années durant et qui l'obsède encore, même une fois que tout est perdu. Le Grand Maulne, c'est vraiment une œuvre que je vous conseille. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Lemon June sur YouTube à ce sujet, elle en parle beaucoup mieux que moi, elle saura vous convaincre de le lire. Dans mes inspirations, il y a aussi un peu de La Montagne Magique de Thomas Mann, avec cette histoire de sanatorium. D'ailleurs, si vous connaissez Le Vent se lève de Miyazaki, c'est également un peu inspiré de La Montagne Magique. Et c'est un roman qui s'achève avec le début de la Première Guerre mondiale, justement. Il y a aussi Un balcon en forêt de Julien Gracq. Alors pour le coup, là, on n'est pas sur la même guerre, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale, dans les Ardennes belges. Ça parle de la drôle de guerre, donc cette période qui a duré de longs mois, où les soldats se sont placés à la frontière et ont attendu une attaque allemande qui ne venait pas. Donc l'action d'un balcon en forêt, elle se déroule dans une maison forte, en pleine forêt, comme son nom l'indique, mais comme on attend une attaque qui ne vient pas, le temps est comme suspendu, le tout est presque poétique, avant le brusque retour à la réalité quand la guerre éclate enfin. Et dans mon roman, j'ai un personnage qui s'appelle Mona, et le prénom vient d'un balcon en forêt. Et enfin, je voulais vous parler de Maurice, un roman de D.M. Forster, qui a été adapté en film par James Ivory, un film que j'adore cette histoire. C'est une histoire d'amour entre deux hommes, écrit à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913. Et on ressent vraiment la part autobiographique de l'œuvre parce que Forster était lui-même homosexuel. Et d'ailleurs, le roman est paru des années plus tard, après sa mort, je crois. Et je tiens à souligner que c'est un roman que j'aime beaucoup aussi parce qu'il a un dénouement heureux, ce qui je trouve assez rare pour le contexte et l'époque. Et donc Maurice, lui, m'a inspiré pour l'histoire d'amour entre Arthur et Bénédicte. Voilà pour mes principales inspirations que je vous conseille toutes. Je vous conseille de les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Il y a tant de prières sur son visage, dans la façon dont ses lèvres se plissent, à l'ombre des chênes, que je suis tentée d'accepter. Mais je ne peux pas, car dans cette forêt, la guerre n'existe pas, car il y a ton prénom dans la lettre d'Ophélia.
Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais Sous un Carré d'Immortel vous intéresse, vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions du Chat Noir. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aussi le commander sur les plateformes de vente habituelles comme Amazon, la Fnac ou tout simplement auprès de votre librairie. Et vous pourrez aussi le trouver dans les salons auxquels je participerai. Il suffit de les guetter sur mon Instagram où je vous dirai tout. N'hésitez pas à me suivre. Là, pour les plus proches, on a la Battle des Mondes à Amnéville le 15 et 16 juin prochain et le Domantastique à Dormans à 30 minutes de Reims les 20 et 21 juillet. C'est près de chez moi, je participe tous les ans, l'ambiance est super, alors n'hésitez pas à passer si vous êtes du coin. Pour ces 2 salons, j'y serai avec Magic Mirror Edition, mais je pourrais ramener quelques exemplaires de Sous un Carré d'Immortel si vous me contactez. Pareil pour Miranda. Concernant mes projets actuels, j'ai fini l'écriture d'une nouvelle, un format que je tente pour la première fois à l'occasion d'un appel à texte, on verra bien ce que ça donne. J'ai terminé de travailler le projet Lila, mon nouveau manuscrit, suite au retour de mes bêta-lectrices. Et je vais bientôt attaquer un nouveau roman, que je surnomme pour l'instant le projet Pygmalion, qui devrait m'occuper pour le reste de l'année. Je vais profiter de cet été pour bien l'avancer, car je vais participer pour la première fois à une retraite d'écriture avec plein de copines et des super autrices et j'ai tellement hâte. Sinon, pour le podcast, on s'approche doucement mais sûrement de la fin de la saison 1. Je vous prépare quelques petits trucs pour cet été, mais le vrai épisode final sera celui du 15 juin prochain. Et pour l'occasion, je vous ai préparé du lourd, car je peux déjà vous le révéler, petite exclusivité pour ceux qui écoutent les interludes, je peux déjà vous révéler que ce sera une table ronde avec des super invités. On enregistre ça ce week-end, ça va être génial. Et voilà, je crois avoir tout dit concernant mes actualités. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de belles séances d'écriture, et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!